Je fréquentais un bar situé dans le sud-est de la ville. Je suppose que c'était l'un de ces bars intégrés dans le mur latéral d'un bâtiment. L'intérieur était très petit, avec un jukebox et beaucoup de néons. Il y avait beaucoup d'habitués qui venaient chaque soir. Rarement, quelqu'un de nouveau entrait. J'étais également l'une des rares femmes qui y allait, même si je n'y allais qu'une fois par semaine, les vendredis après le travail, pour me détendre un peu. Vers Noël, une année, un homme nouveau est apparu au bar. Il était assez séduisant, et il y a eu un certain intérêt dès le départ, mais j'avais un petit ami et j'étais très heureuse avec lui. Après m'avoir observé de l'autre côté du bar pendant la moitié de la soirée, il est finalement venu m'offrir un verre. J'ai refusé l'offre et lui ai fait savoir que j'étais en couple et que je ne voulais pas jouer avec qui que ce soit. Il a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas coucher avec moi, mais qu'il voulait seulement mon cœur. Chaque semaine, quand j'allais au bar après le travail, il était là. J'ai appris qu'il s'appelait Charlie et qu'il était nouveau en ville. Il venait me parler chaque fois que je venais. Il me demandait toujours si j'avais déjà rompu avec mon petit ami. Quand je lui disais que nous étions toujours ensemble, il me demandait pourquoi mon petit ami n'était pas là avec moi. Je lui ai dit que mon petit ami travaillait plus tard que moi et que j'allais au bar parce que je connaissais le barman. Je ne pense pas qu'il m'ait vraiment cru, mais il continuait de me parler. Au début, ce n'était pas si gênant. C'était même flatteur qu'il soit intéressé par moi. Mais chaque fois que j'entrais dans le bar le vendredi, il me demandait immédiatement si j'avais déjà rompu avec mon petit ami, en insistant toujours sur le mot « déjà ». Peu à peu, cela a commencé à devenir vraiment inconfortable. Le jour de la Saint-Valentin de cette année-là, mon petit ami a obtenu un jour de congé, alors il a décidé de me rejoindre au bar. La soirée se passait bien, nous profitions de quelques verres quand Charlie est entré dans le bar. En me voyant avec Brandon, j'ai remarqué immédiatement qu'il n'était pas content. Au lieu de s'approcher de moi immédiatement, il nous regardait depuis l'autre côté du bar. Il avait la pire expression sur son visage, et même si j'avais déjà pris quelques verres, j'ai commencé à me sentir très mal à l'aise. Quelques heures passèrent, et finalement Charlie s'approcha. Avec mon petit ami à mes côtés, il me demanda si j'avais déjà rompu avec lui. Brandon, bien sûr, lui fit savoir qu'il était mon petit ami, et Charlie commença à rire. Il poussa Brandon sur son tabouret et me dit « Pourquoi tu sors avec ce faible ?» Bien sûr, Brandon se leva et repoussa Charlie, qui sortit alors un couteau à cran d'arrêt. Le videur arriva immédiatement et souleva pratiquement Charlie pour le sortir du bar. Charlie continuait de crier que tout ce qu'il voulait, c'était mon cœur. Bien que je sois convaincu que Charlie ne reviendrait pas au bar, j'ai cessé d'y aller. Cela faisait des années que je fréquentais cet endroit, mais cette expérience avait tout gâché pour moi. Des mois passèrent et j'avais en grande partie oublié cette situation avec Charlie. Je passais une période très stressante au travail et j'avais vraiment besoin d'un verre. Je pensais que suffisamment de temps était passé et qu'il était peu probable que Charlie ait le droit de revenir au bar, alors j'y suis allé pour prendre quelques verres. Le barman me demanda pourquoi je n'étais pas venu depuis longtemps et je lui ai dit que j'avais été très occupé. Après un autre verre, j'ai décidé qu'il était temps de rentrer chez moi. En rentrant chez moi, je me suis rapidement mis au lit. Pendant mon sommeil, un bruit étrange m'a réveillé. C'était un coup rythmé qui provenait de l'autre côté du mur de la maison. J'ai essayé de l'ignorer et de me rendormir. Mais je n'ai dormi qu'un peu avant que le bruit ne me réveille de nouveau. Au début, j'étais trop fatigué pour avoir peur ou m'inquiéter. Je voulais juste me rendormir, mais cela ne se produisait pas. Quand le son n'a pas cessé, je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai crié. Charlie se tenait à côté de la fenêtre, me regardant, tenant ce qui semblait être un cœur d'animal dans la main. Il frappait le mur avec son autre main et avait écrit avec du sang sur la fenêtre « Tout ce que je veux, c'est ton cœur ». Je me suis précipité vers le téléphone et j'ai appelé le 911. La police est arrivée rapidement, mais Charlie avait déjà pris la fuite. Heureusement, ils l'ont attrapé environ 1 heure plus tard. Il a été arrêté, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose contre lui. Il a insisté sur le fait que c'était juste une façon malsaine d'essayer de me séduire. Il n'a pas tardé à être libéré. Cet homme a fait de ma vie un enfer, apparaissant dans les endroits les plus inattendus. Il n'a jamais fait autre chose, seulement laissé entendre qu'il voulait toujours mon cœur. J'ai vécu dans un état constant d'anxiété, sans pouvoir déménager faute de moyens, et mon petit ami ne pouvait pas toujours être avec moi. Finalement, j'ai dû obtenir un permis de port d'armes pour me protéger, mais j'ai toujours dû rester vigilante. Je ne savais jamais quand je le reverrais, ni s'il finirait un jour par faire autre chose que me harceler.
Parfois, l'anticipation de ce qui pourrait arriver est bien pire que l'événement en lui-même. J'étais gérant dans une librairie Borders. C'était un bon emploi et j'aimais beaucoup y travailler. J'étais l'assistant du gérant et je me portais souvent volontaire pour travailler toute la journée lors des jours fériés, permettant aux autres gérants de prendre leur journée de congé. C'est devenu une routine assez régulière pour moi. Alors, la première année où je travaillais là-bas, j'ai décidé de travailler le jour de la Saint-Valentin. Je n'étais avec personne à ce moment-là, donc c'était facile pour moi. J'ai accepté d'ouvrir et de fermer le magasin, alors j'étais le seul gérant à travailler toute la journée. J'ai passé une grande partie de mon temps à me détendre dans les bureaux. Je travaillais sur Microsoft Excel, en organisant les horaires des prochaines semaines, quand on m'a appelé pour que je contacte une extension. J'ai répondu, et l'un de mes employés m'a dit que je devais aller vérifier les caméras de sécurité parce qu'il y avait quelqu'un dans le magasin avec un énorme costume d'abeille. Naturellement, cela m'a semblé étrange, alors je me suis levé et je suis allé dans la salle de sécurité. Nous avions 4 téléviseurs dans cette pièce, avec plusieurs caméras qui pouvaient être changées. Quand j'ai regardé les moniteurs, j'ai remarqué quelque chose sur la caméra focalisée sur le café. C'était exactement comme mon employé me l'avait dit, il y avait quelqu'un habillé en énorme abeille, je veux dire l'insecte, pas le transformeur. Il marchait et interagissait avec les clients. Il tenait aussi ce qui semblait être un grand cœur en papier. Je dois admettre que je ne savais pas quoi faire dans cette situation. Je peux facilement dire qu'on n'a jamais abordé cela dans ma formation de gestionnaire. Je n'étais pas sûr si le type harcelait quelqu'un ou s'il demandait quelque chose. Il semblait simplement se promener dans le café en agissant bizarrement. Eh bien, c'était bizarre de mon point de vue, car quelqu'un en costume d'abeille dans une librairie Borders devait être un peu déséquilibré. Je l'ai observé un moment. Il était en réalité assez grand et se déplaçait dans le magasin comme s'il dansait. Finalement, j'ai décidé que c'était mauvais pour les affaires et que je devais confronter l'abeille. Je suis sorti des bureaux et je me suis dirigé vers la zone des caisses. L'abeille faisait des tours devant les caisses et certains de mes employés étaient ennuyés. Les clients envahissaient également la zone, curieux. Sans grand enthousiasme, j'ai essayé d'attirer l'attention de l'abeille. Au début, elle m'a ignoré et a continué à danser. Je l'ai suivie en essayant de lui dire que j'étais le gérant et qu'elle perturbait le commerce, donc elle devait partir. Finalement, avec frustration, je lui ai dit que si elle ne partait pas, j'appellerais la police. Cela a attiré son attention. L'abeille a sorti un stylo et a commencé à griffonner quelque chose sur le cœur en papier qu'elle portait avec elle. Elle me l'a donné puis a commencé à danser vers la porte du magasin. Une fois qu'elle est partie, j'ai regardé la carte et j'ai lu « Big B dit que tu es mort, je ne m'en suis pas inquiété ». La journée commençait à peine et franchement, je n'y ai pas trop prêté attention. Ça m'a semblé une menace idiote, le genre de chose que fait quelqu'un qui cherche à attirer l'attention. Au fur et à mesure que la journée avançait, j'oubliais l'expérience. C'était quelque chose de si surréaliste que, bien que je ne puisse pas m'en débarrasser complètement, je ne le voyais pas comme une véritable menace. À la fin de la journée, j'ai fermé le magasin comme d'habitude, laissant les employés partir avant moi. Une fois que j'ai fini de compter l'argent et de sauvegarder le système, je suis allé dans la salle de sécurité pour éteindre les moniteurs. Juste au moment où j'étais sur le point de le faire, j'ai vu quelque chose à l'écran. C'était la même silhouette en costume d'abeille, debout devant la porte principale du magasin. Je le regardais, incapable de le croire. La silhouette était là, me fixant à travers la caméra de sécurité, tenant une autre pancarte à la main. Il la tenait en l'air, s'assurant que la caméra capte le message. « Rappelle-toi ce que Big B a dit. » J'ai senti un frisson me parcourir en réalisant que ce type attendait dehors, devant le magasin. Ma première idée fut de l'affronter et de lui dire que j'appellerais la police s'il ne partait pas. Je savais que si je sortais calmement pour lui dire de s'en aller, il serait probablement effrayé. Cependant, quand je suis arrivé à l'entrée, il n'était plus là. Il avait disparu dans l'obscurité de la nuit. Je suis resté là, abasourdi, me demandant si j'avais vraiment vu ce que je pensais ou si mon esprit me jouait des tours. De toute façon, je ne pouvais pas appeler la police sans menace directe, et je ne voulais pas déclencher une alerte pour quelque chose qui, en théorie, pourrait n'être qu'une simple blague. Je suis retourné au bureau et ai observé les moniteurs pendant environ 30 minutes, attendant qu'ils réapparaissent. Mais il ne l'a pas fait. Finalement,
Quand j'étais sûr qu'il n'y avait personne dehors, j'ai décidé qu'il était prudent de partir. J'ai réglé l'alarme du magasin, suis sorti et ai verrouillé les portes. J'ai marché prudemment autour du magasin jusqu'au parking où les employés pouvaient garer leur voiture. C'est alors que je l'ai vu. En tournant le coin, il était là, debout à quelques mètres, dans la pénombre. Cette fois, il n'avait plus le cœur en papier, mais un couteau. Il tenait fermement le couteau, ses yeux fixés sur moi à travers le masque d'abeille. À cet instant, le message sur la carte a résonné dans ma tête. Big B dit que tu es mort. La panique s'est emparée de moi, et sans réfléchir, j'ai couru vers ma voiture. J'entendais ses pas derrière moi, et mon cœur battait à 100 à l'heure. Grâce à Dieu, j'ai réussi à ouvrir la porte de la voiture, à y entrer et à la verrouiller juste à temps. En démarrant le moteur et en mettant la voiture en marche, je l'ai vu s'approcher. En accélérant, il a recommencé à danser, comme il l'avait fait dans le magasin, brandissant le couteau en l'air. Je ne peux pas décrire le soulagement que j'ai ressenti en m'éloignant rapidement du parking. En regardant dans le rétroviseur, j'ai vu la silhouette de l'abeille disparaître au loin, continuant ses mouvements troublants. J'étais terrifié et sous le choc. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le lendemain, j'ai signalé l'incident à la direction du magasin qui, bien que préoccupé, semblait ne pas totalement me croire. Ils m'ont conseillé de rester vigilant, mais doutaient qu'une personne en costume d'abeille puisse poser un réel problème. Dans les jours et semaines qui ont suivi, cette expérience me hantait. Chaque fois que je fermais le magasin, je regardais autour de moi à la recherche de l'abeille, espérant ne jamais la revoir. Bien qu'il n'ait jamais réapparu dans le magasin, la paranoïa et la peur s'étaient installées dans ma vie quotidienne. Je n'ai jamais su qui il était, ni ce qu'il voulait vraiment. Malgré mes efforts pour reprendre une vie normale, l'expérience avec Big B n'a jamais quitté mon esprit. Chaque fois que je travaillais au moment de la fermeture, une anxiété croissante montait à mesure que l'heure d'éteindre les lumières et de sortir du magasin approchait. Je me souviens avoir cessé de me porter volontaire pour travailler seul les jours fériés ou les nuits spéciales. J'ai même commencé à organiser avec un autre gérant de rester jusqu'à la fin avec moi, juste pour ne pas être seul dans cet endroit. Des mois passèrent, et même si je n'avais plus revu Big B, l'expérience m'avait changé. Je regardais autour de moi chaque fois que je sortais d'un bâtiment où je travaillais, et je gardais mon téléphone à portée de main au cas où j'aurais besoin d'appeler la police. Mais malgré tous mes efforts pour laisser cet incident derrière moi, un soir d'été, quelque chose se produisit. Ce soir-là, je ne travaillais pas. J'étais sorti dîner avec des amis dans un restaurant de l'autre côté de la ville. Il faisait très chaud et l'endroit était bondé. Alors après le repas, nous avons décidé de marcher un peu dans le quartier avant de rentrer chez nous. Mes amis et moi marchions dans une rue animée, riant et profitant de la nuit. C'était un rare moment où j'avais réellement réussi à me détendre sans penser au maudit costume d'abeille. Mais à un moment donné, en tournant un coin et en entrant dans une rue un peu plus sombre, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Au début, ce n'était qu'une sensation, une intuition que quelqu'un nous observait. J'ai décidé de l'ignorer, mais l'inconfort ne me quittait pas. Alors, presque instinctivement, j'ai regardé en arrière, et il était là. À seulement quelques mètres derrière nous, illuminé par la faible lumière d'un réverbère, je vis une silhouette inoubliable, le même costume d'abeille. Cette fois, cependant, il semblait avoir vieilli. Le costume était usé, sale et en lambeaux, comme s'il avait été abandonné et laissé à l'usure. Mais ce qui m'a vraiment fait frissonner, c'était le regard que l'on distinguait sous le masque d'abeille. Bien que mes amis ne l'aient pas remarqué, je le fixai droit dans les yeux et un nœud se forma dans mon estomac. Mon premier réflexe fut de courir, mais je me forçai à rester calme. Je savais que mes amis ne comprendraient pas si je partais en courant sans explication et je ne voulais pas les effrayer. À la place, j'essayais d'agir comme si de rien n'était. Je pris une grande inspiration et dis « Les amis, je pense qu'on devrait prendre une autre rue. Celle-ci est trop sombre. » Heureusement, ils acceptèrent sans poser de questions et nous avons commencé à marcher dans la direction opposée. Du coin de l'œil, je pouvais voir Big B nous suivre, maintenant la distance mais s'assurant de ne pas me perdre de vue. Mon esprit tournait à toute vitesse. Que voulait-il de moi? Pourquoi réapparaissait-il maintenant, après tant de mois? Et pire encore, jusqu'où était-il prêt à aller? Mon cœur battait si fort que je me sentais étourdi, mais je devais faire quelque chose avant de perdre le contrôle. Finalement, après plusieurs minutes de marche, nous avons trouvé un groupe de personnes devant un café.
Je m'approchai rapidement du groupe et leur expliquai brièvement la situation. L'un des hommes proposa d'appeler la police et j'acceptai sans hésiter. Cependant, quand j'ai regardé en arrière, la silhouette de Big B avait une fois de plus disparu. Mon corps tremblait, mais je me forçais à respirer profondément, remerciant les personnes qui m'avaient aidé. La police arriva peu de temps après, bien qu'elle ne pût faire grand-chose, car le type s'était volatilisé comme s'il n'avait jamais été là. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, épuisé, comme pris dans un cauchemar dont je ne pouvais pas m'échapper. Bien que je n'ai jamais découvert qui était cette personne ou pourquoi elle avait décidé de me harceler, le pire était l'incertitude qu'elle laissait derrière elle. Je savais qu'il reviendrait probablement un jour, quelque part, et qu'il continuerait à me tourmenter sans raison apparente. Avec le temps, j'ai tenté de reconstruire ma vie, mais la paranoïa devint une compagne constante. Je m'assurais que les portes de ma maison étaient toujours fermées à clé, et jamais, au grand jamais, je ne me promenais seul la nuit. Mon crush au lycée s'appelait Alan. Oui, je suis un garçon, et oui, je suis gay. J'étais déjà sorti du placard à cette époque, et personne n'avait vraiment de problème avec ça. Bien sûr, il y a toujours quelques idiots qui lancent des commentaires stupides et des insultes ridicules pour quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais en général, personne ne me rendait la vie impossible. Bien que j'ai un énorme crush pour Alan, j'ai toujours été très respectueux à ce sujet, et j'étais sûr qu'il ne le savait pas. Beaucoup de garçons sont nerveux à l'idée qu'un garçon gay puisse les regarder dans les vestiaires, mais si cela avait été le cas, ce n'aurait certainement pas été moi. Je détestais toute l'expérience des vestiaires. La plupart du temps, je faisais simplement ce que j'avais à faire. Je me changeais et je m'en allais. Quand je le voyais dans le couloir, j'essayais aussi de ne pas le regarder trop longtemps. Avoir un crush sur quelqu'un n'est pas une raison pour mettre cette personne mal à l'aise. Ça me rendait heureux de ressentir ça et de savoir qu'Alan ne le saurait jamais. Mais ma meilleure amie, Trinidad, pensait que je devrais simplement lui dire que je l'aimais. Elle me disait que tout le monde au lycée savait déjà que j'étais gay, alors que pouvait-il m'arriver? Si Alan avait voulu me frapper parce que j'étais gay, il l'aurait fait depuis longtemps. Au pire, si je lui disais que je l'aimais et qu'il n'était pas intéressé, il me le ferait savoir et j'aurais le cœur brisé pendant un moment, mais au moins je connaîtrais la vérité. Cependant, malgré les conseils de Trinidad, je n'ai jamais eu le courage de lui dire. Elle, cependant, n'était pas aussi timide à ce sujet. Un jour à la cafétéria, environ une semaine avant la Saint-Valentin, elle est allée dire à Alan que j'étais amoureux de lui. Je n'ai pas su comment il avait réagi, j'étais bien trop gêné et humilié. Je suis vite sorti de la cafétéria et pendant la semaine qui a suivi, j'ai fait de mon mieux pour éviter Alan. Trinidad m'a dit qu'Alan ne l'avait pas cru et qu'il n'avait pas dit grand-chose de plus. Je ne sais pas, ça m'a paru être une excuse bancale. Il était clair qu'il était mal à l'aise avec la révélation et que l'idée de Trinidad avait échoué. Maintenant, j'étais encore plus embarrassé et je n'osais même plus le regarder. Le jour de la Saint-Valentin, je suis parti de l'école dès que la cloche a sonné, sans parler à personne, même pas à Trinidad. Derrière l'école, il y a un petit bois que je traversais souvent pour rentrer chez moi. Alors que je m'approchais, j'ai entendu quelqu'un m'appeler « Josh ». Je me suis retourné et j'ai été très surpris de voir Alan courir vers moi. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, plus de peur que d'autre chose. Mais quand il est arrivé à mes côtés, il avait un grand sourire sur le visage. « Merci de m'avoir attendu », dit Alan en souriant. « Je voulais te donner quelque chose. »« Quoi ?» demandai-je, encore persuadé qu'il allait me frapper. Alan a fouillé dans son sac à dos et a sorti une boîte de chocolat en forme de cœur. « J'aimerais beaucoup que tu en manges avec moi, » dit-il. J'étais si heureux que je n'ai même pas pu répondre. Tout ce que j'ai fait, c'était hocher la tête tandis qu'un large sourire s'étendait sur mon visage. Alan et moi nous sommes assis derrière un arbre. Il a ouvert la boîte de chocolat et me l'a tendue. J'en ai pris un et je l'ai mangé. Il posa la boîte sur ses genoux tout en parlant avec moi. Après que j'ai fini mon premier chocolat, il m'en a offert un autre. Alan parlait, mais je ne comprenais à peine un mot de ce qu'il disait. J'étais tellement excité que j'avais du mal à penser. Quand j'avais déjà mangé 5 chocolats, je me sentais incroyablement heureux. C'est alors que j'ai remarqué qu'Alan n'avait pas mangé un seul chocolat. Je l'ai regardé pendant qu'il parlait et je me suis rendu compte que je ne comprenais pas ce qu'il disait. Ce n'était pas seulement parce que j'étais excité. Je voyais ses lèvres bouger, mais les mots ne faisaient aucun sens.
Alors que je m'appuyais contre l'arbre, j'ai vu Alan se pencher vers moi, attrapant ma veste et commençant à l'enlever. Je me suis laissé faire, puis tout a semblé disparaître pendant un moment et je ne peux vraiment pas l'expliquer. C'était comme s'il n'y avait rien là, plus de temps. Quand j'ai ouvert les yeux, Alan m'avait enlevé la chemise et était en train de défaire ma ceinture et mon jean. J'étais confus. Est-ce qu'Alan m'avait donné quelque chose pour me droguer? Il savait que j'étais attiré par lui. Pourquoi aurait-il pensé qu'il avait besoin de me droguer? Il a commencé à me baisser le jean, et c'est vraiment la dernière chose dont je me souviens. Quand j'ai commencé à retrouver mes esprits, je me sentais étrange. Au début, je n'avais aucune idée d'où j'étais, ni de comment j'étais arrivé là. Je ressentais une douleur dans l'entrejambe, mais la confusion était pire. J'ai regardé autour de moi, et j'étais seul. Il faisait sombre. Il semblait que j'étais nu. Puis, en regardant vers le bas, quand ma tête s'est un peu éclaircie, j'ai compris pourquoi j'avais mal. Mon entrejambe était complètement couverte de fourmis. En regardant au sol, j'ai vu une grande file de fourmis aller et venir. J'ai essayé de me lever, mais j'étais d'abord étourdi. J'ai essayé de chasser les fourmis, mais ma peau était collante. Je ne comprenais pas bien ce qui me causait la douleur, mais j'ai essayé de me lever. Et en le faisant, je suis tombé et me suis cogné le bras contre un arbre, le cassant. La douleur m'a aidé à retrouver un peu mes esprits et j'ai réussi à enlever les fourmis, même si ça n'a pas beaucoup servi. Je n'étais pas très loin de l'école. J'ai regardé autour de moi et n'ai pas trouvé mes vêtements. La seule chose que j'avais pour me couvrir était la boîte de chocolat en forme de cœur. J'ai dû ignorer la douleur dans mon entrejambe et dans mon bras cassé en tenant la boîte pour me couvrir et en courant vers l'école. Quelques garçons m'ont vu et ont éclaté de rire. J'ai réussi à atteindre l'infirmerie et on m'a ensuite conduit à l'hôpital. Malheureusement, une fois nettoyée, mon entrejambe était très rouge et douloureuse. Cela avait l'air terrible et il y a eu quelques cicatrices, mais apparemment, il n'y avait pas de dégâts graves. Alan et ses amis n'avaient manifestement pas bien planifié leur blague. On m'a aussi mis un plâtre, le premier de ma vie. J'étais trop embarrassé par toute cette histoire pour dire aux gens qu'Alan était responsable. J'ai gardé cette histoire pour moi. Pendant près de 2 semaines, j'ai eu mal à chaque fois que je marchais. Je devais supporter les rires de tout le monde, mais rien ne faisait plus mal que les rires d'Alan et de ses amis chaque fois que je les voyais. Le pire dans tout cela, c'est que, 5 ans plus tard, j'ai revu Alan en train de danser dans un bar gay. Il s'avère qu'il était effectivement gay, ce qui rendait toute la blague homophobe encore plus blessante. J'étais toujours furieux contre lui pour ce qu'il avait fait. Heureusement, je connaissais quelques mecs vraiment grands et costauds qui étaient de bons amis à moi, et ils n'ont pas hésité à m'aider à me venger de mon crush du lycée. Qui ne voudrait pas d'une maison dans un cadre aussi paisible, n'est-ce pas? Le 3e jour après avoir emménagé dans notre nouvelle maison, notre voisine d'à côté est venue se présenter. « Bonjour, je m'appelle Ima, je suis une... » nous a-t-elle salué joyeusement. Nous avons eu une conversation étrange et une fois qu'elle est partie, mon mari et moi nous sommes regardés et nous nous sommes demandé « mais de quoi s'agissait-il » Ce soir-là, j'ai plaisanté avec mon mari en lui disant « Je n'arrive pas à croire que j'ai emménagé à côté de quelqu'un qui a des fleurs en plastique dans le jardin. Au fait, je suis une jardinière passionnée. » Le lendemain matin, à notre réveil, toutes les fleurs en plastique avaient disparu. C'était un véritable moment de la 4e dimension. Que je travaille dans le jardin de devant ou de derrière, Ima sortait toujours rapidement et commençait une conversation. Elle avait une manière de faire des commentaires qui vous prenaient par surprise et vous incitaient à répondre. Elle a réussi à obtenir beaucoup d'informations personnelles de moi avant que je ne me rende compte de ce qu'elle faisait. Ima avait plusieurs chiens, et leurs aboiements étaient une nuisance chaque nuit. Peu importe l'heure à laquelle nous nous couchions, les chiens commençaient à aboyer sous notre fenêtre de chambre dès que nous éteignions les lumières. Il nous a fallu des mois pour réaliser qu'elle surveillait nos lumières pour voir quand elles s'éteignaient. Quelle horreur! Je lui ai poliment demandé de tenir ses chiens à distance de notre fenêtre la nuit. Elle m'a répondu avec un grand sourire en disant « Non, je ne peux pas faire ça. » Puis, les aboiements ont empiré de plus en plus, et elle a intensifié son harcèlement. J'avais l'habitude de rester poli ou simplement de poser mes outils de jardinage et de rentrer dans la maison. Bien que je ne l'ai jamais vue m'observer, elle trouvait des moyens de me faire savoir qu'elle voyait tout ce que je faisais. Je me sentais comme si j'étais harcelé. Elle n'embêtait jamais mon mari,
et il ne me croyait pas quand je lui racontais ce qu'elle faisait et disait. Un jour, j'ai pris la voiture de mon mari pour aller quelque part, et Ima a supposé que j'étais seule à la maison. Elle a commencé avec son harcèlement et son comportement inquiétant. Quand je suis rentré à la maison, mon mari était sous le choc. Il n'a plus jamais douté de moi après cela. Nous avions un bon voisin de l'autre côté, et un jour, je lui ai demandé s'il avait eu des problèmes avec Ima. Il m'a raconté des histoires de plusieurs années d'abus. Eh bien, dans quoi nous étions-nous engagés? Nous avons finalement contacté le contrôle des animaux et déposé une plainte pour les aboiements. Ils nous ont demandé de tenir un registre des moments où les chiens commençaient et arrêtèrent d'aboyer. Le résultat? Ils aboyaient entre 60 et 70 heures par semaine. Après quelques semaines, je ne pouvais plus perdre de temps à tenir un registre. Ima n'était pas contente de la plainte concernant les chiens. Son coup suivant fut d'appeler le 911 le 13 février à 11h45 du soir. 2 patrouilles et 4 policiers sont arrivés à notre porte pour un appel de violence domestique offert par Ima. Joyeuse Saint-Valentin, j'imagine. Tous les quelques mois, Ima ressentait le besoin d'appeler le 911 pour me signaler comme harceleuse, bien que, à ce moment-là, je ne lui parlais même plus et que je rentrais dès qu'elle sortait. Ce que nous ne savions pas à l'époque, c'est qu'Ima avait un fauteuil roulant, et après avoir appelé le 911, elle s'y installait avant l'arrivée des policiers. Elle racontait aux agents qu'elle était une pauvre vieille dame handicapée, brutalement harcelée par moi. Au fait, j'ai 2 ans de moins qu'Ima. Oui, je suis aussi une personne âgée. Ensuite, le policier venait chez nous pour me sermonner, me disant que j'étais une voisine horrible. Comme mes cheveux ne sont pas gris, grâce à mon coiffeur, j'ai l'air beaucoup plus jeune qu'Ima, alors les policiers supposaient qu'elle était bien plus âgée et plus vulnérable. Après plusieurs épisodes de ce genre, nous avons installé des caméras de surveillance discrètes. 2 mois après avoir mis en place les caméras, Ima avait envie de la compagnie d'un agent en uniforme. Après avoir écouté son histoire pleine de larmes, il est venu chez nous pour nous dire que nous devrions déménager et cesser de harceler tous les voisins. À son crédit, il a accepté de regarder les enregistrements vidéo. Le visionnage l'a laissé sans voix. Non seulement il n'y avait pas de fauteuil roulant en vue, mais tout ce qu'elle avait dit que je lui avais dit fait, c'était en fait elle qui l'avait dit et fait. Peu avant que nous installions les caméras, Ima a essayé de me renverser avec sa voiture pendant que je sortais me promener. Lorsqu'un de ses amis a tenté le même coup, nous l'avons capturé en vidéo. Je n'ai pas eu besoin d'appeler le 911 quand cela s'est produit, car Ima a appelé la police en premier avec un tas de mensonges. L'agent qui a répondu a refusé de regarder les enregistrements. Bref. De temps en temps, Ima garait sa voiture devant notre maison et restait là à nous observer. Elle prenait des photos et des vidéos de nous depuis sa maison. Elle ne l'a fait qu'une seule fois après l'installation des caméras. Elles sont discrètes, mais jusqu'à un certain point. Si vous approchez une caméra d'elle, vous pouvez les voir. Après cela, elle a réduit son comportement. Les choses ont été calmes pendant presque 1 an. Puis, une nuit, nous avons entendu une forte explosion et la maison a tremblé. Nous avons regardé par la fenêtre de la chambre et avons vu quelques voitures garées devant la maison d'Ima et des gens traînant dans son jardin. Nous nous sommes levés pour vérifier les enregistrements vidéo et avons vu le fils d'Ima allumer quelque chose et le lancer vers notre maison, en direction de notre chambre. Puis l'explosion a secoué la maison. Nous avons appelé la police, mais comme il n'y avait ni blessés ni dégâts à la maison, juste des plantes brûlées dans le jardin, ils n'ont même pas voulu faire de rapport. Quelques jours plus tard, nous avons rencontré un agent immobilier. Alors, chère voisine psychopathe, j'espère ne jamais te revoir. TL. DR. Finalement, nous avons fui terrorisés 6 ans après, avec près de 50 pages de documentation sur le harcèlement et la terreur causée par notre voisine, une femme de 60 ans. Cela m'est arrivé quand j'avais 13 ans, et maintenant j'en ai 18. J'étais en vacances à Cancun avec ma famille, qui comprenait mes parents, mon frère et 5 de mes cousins, ainsi que leurs parents. Pendant la journée, chacun faisait ses propres activités, mais nous nous retrouvions pour le dîner au complexe. Et après le dîner, les adultes restaient au restaurant buffet pour discuter, tandis que les enfants allaient passer le reste de la soirée près de la piscine. Ce jour-là en particulier, c'était la Saint-Valentin, et un des adultes avait obtenu des bonbons pour tous les enfants. J'ai laissé mes bonbons dans la chambre d'hôtel que je partageais avec ma famille immédiate.
Alors que je passais du temps avec mon frère et mes cousins après le dîner, 2 de mes cousins allaient retourner dans l'une des chambres pour récupérer leurs bonbons, alors j'ai décidé de les accompagner. Nous étions à l'étage et seulement une chambre à côté. J'ai pris mes bonbons, mais l'un de mes cousins a dû utiliser les toilettes, alors je suis resté dehors dans le couloir pour attendre. Pendant que j'attendais, j'ai remarqué un type qui faisait des allers-retours dans le couloir. Il était grand, ou du moins il me semblait grand car j'étais une fille de 13 ans. Il était chauve, avec ce qui semblait être un peu de poil au visage, mais je ne me souviens pas bien de ce détail. Il portait un t-shirt qui ressemblait à un que mon père avait, du groupe The Eagles. C'était comme doré et blanc, ou doré et noir. Je ne m'en souviens vraiment pas. Quoi qu'il en soit, il marchait de long en large dans le couloir de l'étage de l'hôtel. Il m'a dit « Salut » une fois lors de son 3e passage, puis a continué à marcher. Lors de son 4e passage, j'ai remarqué de loin qu'il tenait un verre à la main. J'ai supposé qu'il était ivre, et je me sentais déjà un peu mal à l'aise, mais cela a confirmé mes craintes. J'ai passé ma carte dans la serrure pour rentrer dans la sécurité de ma chambre d'hôtel. Quand je me suis retourné pour fermer la porte, je l'ai vu juste derrière moi. Je n'avais pas fait plus de 60 cm dans la chambre et ma main était de l'autre côté de la poignée de la porte pour la fermer et il se trouvait directement en face de moi, encore dans l'embrasure de la porte, mais assez à l'intérieur pour que, si je la fermais, je me retrouve enfermé avec lui à l'intérieur. Mon cœur battait à 100 à l'heure et je lui ai demandé d'une voix étonnamment calme ce qu'il faisait. Bien que ma voix ait semblé sereine, j'étais terrifié. Il m'a seulement regardé d'un air vide et a balbutié « Je ne sais pas » en réponse à ma question. Nous nous sommes regardés quelques secondes avant que je n'essaie de fermer la porte. Dès que j'ai poussé la porte, j'ai senti qu'il la poussait de l'autre côté pour la maintenir ouverte. Je n'ai rien dit, et lui non plus, alors que j'utilisais toute ma force et l'adrénaline qui coulait dans mes veines pour fermer la porte contre lui, inclinant tout mon poids dessus. Même après que la porte se soit fermée et verrouillée automatiquement, je suis resté calme et j'ai appelé ma mère, parvenant d'une manière ou d'une autre à ne pas pleurer, bien que j'ai été très près de le faire tout ce temps. Pendant que tout cela se passait, mes cousins étaient toujours dans l'autre chambre et ils sont sortis après que j'ai refermé la porte sur lui. Ils ont supposé que j'étais descendu dans le hall pour les attendre. Beaucoup d'autres choses se sont passées pendant que mon père et son cousin essayaient de retrouver le type, tandis que j'attendais ma mère dans la chambre. Honnêtement, c'est une histoire plus compliquée que ce que je raconte, mais j'explique seulement ma partie. Après environ 15 minutes de tout ce qui se passait, et maintenant que toute ma famille était dans le hall, inquiète pour moi, la sécurité de l'hôtel a finalement amené le type et a commencé à l'interroger. Ce que je dirais sur l'arrière-plan, c'est que le type avait volé un talkie-walkie de la sécurité, et quand mes parents sont arrivés à l'étage, le type était toujours là. Mes parents lui ont demandé s'il faisait partie de la sécurité, car un homme était entré dans la chambre de leur fille. Le type a évidemment menti et insulté ma mère. Ma mère me racontait tout cela pendant que nous étions dans le hall. À ce moment-là, mon père s'est approché de nous pour obtenir une image claire de ce qui m'était arrivé. Je lui ai tout raconté, et il s'est approché du type, qui était toujours interrogé par la sécurité, et lui a demandé « Es-tu entré dans la chambre de ma fille ?» Le type lui a dit d'aller au diable et a giflé mon père, ce qui était exactement ce que mon père voulait. Il a commencé à frapper le type, et celui-ci est tombé contre le coin d'une table en marbre, se fendant la tête. Le type était peut-être ivre quand tout cela s'est passé, mais mon père n'en avait rien à faire, et moi non plus. Plus tard dans la nuit, mes parents, mon frère et moi étions de retour dans notre chambre après que tout cela soit terminé, et ma mère s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Je n'avais jamais vu ma mère pleurer comme ça auparavant, et cela me fait encore pleurer rien que d'y penser, même en écrivant ceci. Merci à mon instinct de m'avoir dit d'entrer dans la chambre, et merci à mon obsession pour les émissions policières à cette époque qui m'a appris à garder mon calme dans des situations comme celle-ci. Merci aux agents de sécurité, et merci à mes parents. Quant à ce type, j'espère ne jamais te revoir, mais si jamais je le fais, c'est toi qui devrais avoir peur, car je suis devenue bien plus folle que quand j'avais 13 ans. Petit Snack était un bar géré par les travailleurs de la cafétéria du centre étudiant. Bill était l'homme qui gérait la caisse de ce snack bar. C'était un homme de petite taille, d'une 50aine d'années. Il avait toujours un sourire pour toute personne qui venait le voir. Il aimait beaucoup quand les adultes du bâtiment venaient chercher de la nourriture ou des boissons et essayaient de démarrer une conversation avec quiconque s'arrêtait pour parler. Il semblait triste et solitaire.
Pendant les premiers mois où j'allais prendre mon thé le matin, il me posait toujours des questions. À cette époque, j'étais dans une relation sérieuse. J'étais avec mon partenaire depuis 6 ans, et nous avions aussi un enfant ensemble. Il semblait vraiment intéressé à me connaître. Il ne m'a jamais donné une mauvaise impression. Il semblait être un homme doux, une figure de père ou de grand-père. Durant l'été, entre ma première et ma deuxième année de travail, mon petit ami et moi avons rompu. Je n'en parlais pas au travail quand je pouvais éviter le sujet. C'était douloureux d'en parler car nous étions ensemble depuis longtemps et nous avions aussi un enfant. J'essayais de sortir avec d'autres personnes en ligne. J'étais sur les principales applications, Facebook Dating, Tinder, Plenty of Fish et Bumble. Je vis dans une petite ville, donc les mêmes hommes se retrouvaient sur toutes les applications. J'ai eu quelques rendez-vous, mais en général, tout le processus était un désastre. Je suis resté sur les applications uniquement durant le premier semestre d'automne de ma deuxième année, puis je les ai supprimées toutes pour rester célibataire. Pendant ce temps, l'attention de Bill a commencé à changer. Il était très excité quand je descendais pour chercher ma boisson matinale. Il savait pour ma rupture et me demandait comment mes rendez-vous se passaient. Je ne me souviens pas lui avoir dit que j'étais célibataire, mais j'ai supposé que j'avais dû le laisser échapper à un moment donné lors de notre conversation. Je revenais le matin et lui racontais toutes mes mauvaises expériences de rencontre. Je me souviens lui avoir dit que j'abandonnais les rendez-vous. Il a essayé de me prendre la main pour me consoler. J'ai immédiatement retiré ma main. Je lui ai dit que j'étais bien dans ma vie et que je ne sortirais plus avec personne jusqu'à ce que je sois heureuse seule avec moi-même. Chaque matin où je revenais, je remarquais qu'il continuait à essayer de trouver des excuses pour me toucher. Il disait qu'il y avait un cheveu sur mes vêtements ou qu'il avait besoin d'ajuster le col de ma veste, et il le faisait. J'ai commencé à me sentir très mal à l'aise avec son attention. J'ai arrêté de descendre pour chercher ma boisson. Je lui ai dit que je n'avais plus le temps le matin car la bibliothèque accueillait plus d'enfants qui avaient besoin d'emprunter des livres avant le début des cours. Comme je ne descendais plus le voir, il a commencé à venir me voir. Il a commencé à m'apporter du thé. Si je n'étais pas à mon bureau, il le laissait pour que je le trouve. Au début, cela ne me dérangeait pas trop. Il apparaissait simplement et je n'avais pas besoin de faire semblant de sourire quand il venait. Après quelques semaines, ce n'était plus seulement du thé. Il a aussi commencé à m'apporter de la nourriture. « Nous venons de recevoir une livraison d'oranges, » disait-il. « J'ai choisi les meilleurs pour toi. Je sais combien tu aimes les oranges. » Les cadeaux devenaient de plus en plus grands jusqu'à ce qu'il me ramène des repas complets de la cafétéria. J'ai commencé à penser à comment faire en sorte qu'il arrête, tout en restant poli. Je devais être gentille, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, je ne pouvais même plus manger la nourriture. Je la donnais ou la jetais dès qu'il quittait la pièce. La prochaine fois qu'il est descendu avec les bras chargés de nourriture gratuite pour moi, je lui ai dit que je ne voulais plus qu'il m'apporte quoi que ce soit parce que j'étais au régime et que j'apportais ma propre nourriture à l'école. « Tu es parfaite telle que tu es », dit-il avec un grand sourire. « Merci », répondis-je. « Pourquoi ai-je besoin d'être gentille avec les gens qui me mettent mal à l'aise ?» me demandai-je. Lorsque j'essayais de refuser la nourriture qu'il m'apportait, je le remerciais et lui rappelais que je n'en voulais plus. Quand il venait et que je n'étais pas à mon bureau, je me cachais jusqu'à ce qu'il parte. Les étudiants ont commencé à se demander ce qui se passait. Je suis une femme adulte, responsable de ces étudiants, et là, je me cache derrière une pile de livres au sol pour éviter de lui parler. Même les étudiants disaient qu'ils ne l'aimèrent pas. Ils l'avaient surnommé le troll, un surnom très approprié. Avec le temps, il comprit que je ne voulais plus de nourriture de sa part. J'ai eu un mois de silence glorieux, sans visite, seulement des salutations gênantes dans le couloir lorsque je le croisais. Ma deuxième année en tant que bibliothécaire s'est terminée. Quand la troisième année a commencé, j'ai passé un été charmant sans penser à lui. Je suis entré dans la bibliothèque le premier jour et il y avait un cadeau sur mon bureau. J'ai ouvert le paquet. C'était un mug thermique pour le café et une carte cadeau Starbucks, sans nom ni mot pour dire qui me l'avait offert. Je n'étais pas sûr si cela venait de lui, alors je suis descendu pour lui demander. Il m'a dit qu'il voulait m'acheter quelque chose de spécial pour que mon année scolaire commence avec un sourire. J'ai accepté le cadeau et je l'ai remercié. Je n'allais pas dire non à des boissons gratuites. Je n'aurais pas dû l'accepter, je le sais maintenant. Les cadeaux n'ont pas cessé. Au moins une fois par semaine, il m'apportait quelque chose. Chaque cadeau devenait plus cher et je me sentais de plus en plus mal à l'aise. En octobre,
Je lui ai dit d'arrêter. Que je ne voulais plus qu'il m'apporte des choses, qu'il ne m'achète rien, que cela me mettait mal à l'aise et que je ne lui achèterais rien en retour. Il ne m'a pas écouté. Il continuait à m'apporter des choses. Je savais qu'il ne pouvait pas se permettre tout cela avec le salaire d'un employé de cafétéria et je lui ai dit d'arrêter. Je commençais à être en colère contre lui. Je ne souriais plus et je ne le remerciais plus, mais je réalisais ma plus grande erreur. J'avais accepté les cadeaux. Je les acceptais parce que je n'avais pas beaucoup d'argent et que les cadeaux étaient, en vérité, toutes les choses que j'aimais. Je n'aurais jamais dû les accepter. J'ai commencé à faire confiance à d'autres collègues et à leur raconter combien cette situation me mettait mal à l'aise. La plupart me répondaient « Il est célibataire et très gentil, c'est évident qu'il te plaît. Je sais qu'il est plus âgé, mais peut-être devrais-tu lui donner une chance. » Je ne l'ai pas fait. À chaque cadeau non désiré, il disait « Je sais que tu m'as dit plus de cadeaux, mais il fallait absolument que je t'achète ça. » À la Saint-Valentin de ma 3e année dans cette école, j'ai trouvé un énorme panier cadeau sur mon bureau. Je le lui ai rendu en entier. Je lui ai dit que c'était trop. Je pense qu'il coûtait environ 150 $ en tout. Je lui ai dit de le garder. Il a dit que si je l'acceptais, ce serait le dernier cadeau, et il me l'a promis. J'ai accepté et lui ai fait répéter que, effectivement, ce serait le dernier cadeau. Je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier. Le mois suivant, le pays entier fut confiné à cause du Covid. Un endroit où tout le monde était soit apparenté entre eux, soit se détestait mutuellement. Je n'avais pas de famille là-bas, donc oui. Mais j'avais une jolie petite amie blonde, et j'étais aussi assez détesté pour cela. Rien de grave, juste du harcèlement léger, des bagarres occasionnelles, mais cela avait commencé à s'intensifier. C'est pour cette raison que, le jour de la Saint-Valentin, ma petite amie et moi avons décidé de ne pas aller au bal de l'école et de rester chez elle pour regarder un film pendant que ses parents sortaient. C'était mieux pour éviter les problèmes. Nous avons emprunté la voiture de son père, une petite Honda hatchback, et nous sommes allés en ville. Nous nous sommes arrêtés au vidéoclub pour prendre un film, puis nous sommes allés à Dairy Queen pour une glace, et ensuite nous nous sommes dirigés vers chez elle. Elle habite à la périphérie, au milieu des bois, le long d'une route isolée sans éclairage public. Nous discutions tout en mangeant nos blizzards, lorsque soudain une voiture est arrivée derrière nous. Ce n'était pas grand-chose. Cependant, ce qui a vraiment posé problème, c'est que lorsque les phares ont illuminé l'intérieur de notre voiture, j'ai vu 2 mains sur la banquette arrière et une tête qui émergeait de la partie du coffre de la voiture. Aussitôt que les lumières l'ont atteint, la tête et les mains se sont retirées vers le bas. J'ai ressenti un frisson me parcourir toute la colonne vertébrale. Lentement, j'ai tendu la main pour attraper mon couteau de poche, qui était la seule chose que j'avais. Elle m'a vu et m'a demandé ce qui se passait. À haute voix, j'ai répondu que ce n'était rien, que je devais juste passer chez un ami un moment. Elle savait que c'était un mensonge car je n'avais pas d'amis. Je me suis arrêté à la première maison qui est apparue et j'ai sauté hors de la voiture en criant pour qu'elle sorte aussi. Elle est sortie totalement confuse. Puis, j'ai incliné le siège du conducteur vers l'avant et me suis lancé sur la banquette arrière en mode furieux. Le gars est sorti comme un ressort, agitant les mains vides et disant « Hey, 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 qu'est-ce que vous faites ce soir ?» C'était un type bizarre de notre lycée, avec qui nous n'avions jamais parlé de notre vie. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais dans notre voiture ?» Sa réponse fut « Je pensais que vous alliez au bal et je cherchais juste un moyen de transport. Nous l'avons regardé bouche bée, nous demandant quoi faire. Il a essayé d'agir comme si tout était normal. Et bien sûr, nous étions au milieu de nulle part, dans l'allée d'une maison au hasard. Donc, quoi qu'il ait prévu, il a renoncé. Nous avons fini par le conduire jusqu'au bal et le laisser là. Tout le temps, il nous disait de venir avec lui. Oui, non merci. Nous l'avons laissé et nous nous sommes enfuis aussi vite que possible. Dès qu'il est sorti de la voiture, ma petite amie a commencé à pleurer et à trembler. Elle était complètement effrayée. Je n'ai aucune idée de ce qu'il essayait de faire quand les phares l'ont surpris en train de sortir du coffre. Honnêtement, je détestais ce lycée. Quand j'étais plus jeune, on m'a diagnostiqué un trouble bipolaire à 14 ans. Cela a été très difficile pour moi de socialiser en personne, alors je me suis tourné vers Internet. Là, j'ai découvert le monde du jeu de rôle basé sur le texte. C'est devenu ma passion, et cela m'a même orienté vers ma carrière d'artiste. Mon premier intérêt a été pour Dragon Age, alors j'ai rejoint un groupe de jeux de rôle sur DeviantArt.
J'adorais ce groupe et je passais tout mon temps dans le chat IRC, ce qui a naturellement entraîné une baisse de mes notes. C'est alors que j'ai rencontré Marcos. Après m'être un peu intéressé à Slenderman, j'ai découvert le monde des blogs et du jeu de rôle de Slender Blogging, et j'ai commencé à suivre tous les blogs que je pouvais. J'ai même consacré un compte Gmail uniquement à cela, et je me suis plongé dans la création de mon propre blog sur Slenderman. J'incarnais un personnage qui était essentiellement moi-même, j'utilisais même mon propre nom. Je publiais de courtes vidéos de moi courant dans la forêt ou parlant face à la caméra. Marcos était un autre joueur, et son personnage faisait partie de l'équipe ennemie. J'interprétais ce qu'on appelait un runner, quelqu'un qui fuyait l'ancienne horreur, et lui était un proxy, un serviteur de Slenderman. Ce qui était intéressant, c'est qu'il n'était pas un simple pion, c'était pratiquement l'un des soldats d'élite de Slenderman. Pourtant, nous avons fini par communiquer par email, mais il ne sortait jamais de son personnage, alors moi non plus. Nous avons continué à jouer ensemble pendant plus d'1 an et demi, jusqu'à ce que je brise finalement mon personnage avec un autre joueur qui était aussi un ami de Marcos. Cet ami, bien sûr, a immédiatement raconté cela à Marcos en s'exclamant « Mon Dieu, elle n'est pas folle », comme nous l'avions tous cru. Les autres pensaient vraiment que c'était réel. Marcos m'a écrit, excité, en me disant que je n'étais pas folle. Nous sommes rapidement devenus de très bons amis personnels et nous nous sommes toujours référés à ce moment comme le meilleur moment de l'histoire du jeu de rôle. Pendant la plus grande partie de notre relation, nous parlions presque tous les jours et il semblait toujours faire de son mieux pour s'adapter à mon emploi du temps, même s'il vivait 2 heures derrière moi. J'avais 15 ans et j'étais au lycée à ce moment-là, donc je me réveillais tous les jours à 5h30 du matin pour aller à l'école. Il a été assez honnête sur son âge et, étant moi-même assez mature pour mon âge, cela ne me dérangeait pas qu'il ait 19 ans, presque 20, alors que moi j'avais 15 ans. À la fin de l'année, lorsque nous avons commencé à parler en dehors des personnages, les vacances d'été sont rapidement arrivées, ce qui a facilité nos discussions en permanence. Je me souviens d'une nuit où il m'a convaincu de rester éveillé et de faire un appel vidéo avec lui pour la première fois. Je n'avais jamais vu son visage auparavant et j'étais excité. Je me suis enfermé dans le placard et nous avons parlé presque toute la nuit, jusqu'à ce que mon père entre à 4h du matin, confisque mon ordinateur et m'interdise de l'avoir dans ma chambre la nuit. Après cela, j'ai fini par donner mon numéro de téléphone à Marcos et nous nous sommes encore rapprochés. Puis, alors que j'étais chez une amie, je lui ai dit que je ne pensais pas qu'il pourrait me surprendre et il a répondu en me demandant de sortir avec lui. Moi, étant une fille de 15 ans, j'étais ravi, bien que j'ai aussi eu des doutes. Mon ami m'a aidé à y réfléchir sérieusement, car il avait toujours été un gentleman avec moi. Alors, après une marche de 45 minutes avec mon ami, je l'ai appelé et lui ai dit, excité, que j'acceptais. Pendant ce temps, il m'a envoyé de nombreux messages exprimant son inquiétude quant au fait de m'avoir contrarié. J'ai fini par m'excuser beaucoup pour l'avoir fait attendre. Les premiers mois ont été incroyables. Nous étions si proches que nous parlions tous les soirs au téléphone, et nous dormions même en restant en ligne. Heureusement, j'avais des messages et des appels illimités, mais tout est devenu étrange lorsque l'année scolaire a recommencé. Pendant l'été, j'avais pu lui consacrer pratiquement tout mon temps, mais maintenant, avec l'école, ce temps avait considérablement diminué. Je ne réalisais pas qu'avoir des conversations avec quelqu'un pendant presque 18 heures par jour était un signe de dépendance malsaine. Nous avons eu notre première dispute par message. Il voulait que je lui envoie des messages chaque fois que je ne pouvais pas l'appeler, mais je ne pouvais pas envoyer de messages pendant les cours. Nous sommes arrivés à un compromis. Je lui enverrais des messages entre les cours et l'appellerais pendant le déjeuner. Je n'avais pas vraiment d'amis dans cette école, car j'étais un peu solitaire, et ceux que j'avais n'avaient pas le même horaire de déjeuner que moi, donc cela n'affectait pas vraiment ma vie sociale. Tout se passait bien jusqu'à ce que je croise un vieil ami du collège qui se trouvait être un garçon. Je m'étais toujours mieux entendu avec les garçons qu'avec les filles, mais Marcos est devenu furieux. J'étais au téléphone quand c'est arrivé, et je l'ai ignoré pour parler avec mon ami. Après que nous nous soyons dit au revoir, Marcos m'a durement réprimandé, disant que je ne pouvais pas du tout parler à d'autres garçons. J'étais complètement choqué, et j'ai essayé de lui expliquer que ce garçon était un ami de longue date. Marcos a alors eu une crise complète et m'a raconté que son ex l'avait trompé et qu'il ne pouvait faire confiance à aucun autre garçon avec moi, car il avait peur que quelqu'un me lui enlève. Il a même pleuré. Naturellement, j'étais très troublé, mais j'ai accepté d'éviter mes amis masculins lorsque je lui parlais, ce qui était presque tout le temps.
Bientôt, la charge de travail scolaire a augmenté et il me fallait plus de temps pour l'appeler après les cours. Il a commencé à m'accuser de ne pas l'aimer assez pour lui parler et affirmer que nous n'avions jamais assez de temps ensemble. Il m'a donné le choix de lui envoyer des messages en classe ou de l'appeler dès que je rentrais chez moi. J'ai choisi la deuxième option, ce qui a pratiquement coupé tout le temps que je passais avec ma famille, à l'exception d'un bref dîner, après quoi je retournais immédiatement dans ma chambre. Les choses ne faisaient qu'empirer. Je me faisais réprimander en classe pour m'être endormi, car il me gardait éveillé toute la nuit et il explosait si je ne le contactais pas dès que la sonnerie retentissait. Il avait même noté mon emploi du temps exact minute par minute et toute déviation l'alarmait. J'ai commencé à m'éloigner de tous mes amis, car il n'en approuvait aucun. Il affirmait même qu'un ami en particulier était l'incarnation humaine d'un démon essayant de le tuer. Sa santé mentale s'est avérée extrêmement fragile, et il m'a dit qu'il avait une deuxième personnalité, qui était littéralement son personnage de Slenderman nommé Strider. Marcos parlait souvent d'une bataille constante pour garder Strider sous contrôle, car bien qu'il ne soit pas une mauvaise personne, il était un vrai crétin. Il justifiait ses crises de colère en accusant son personnage et m'envoyait même des messages en italique comme Strider, comme si son corps avait été pris en otage juste pour insulter une fille de 15 ans. J'étais empathique, car mon trouble bipolaire était à son paroxysme, et ma thérapeute murmurait le mot « schizo-affectif » à ma mère lorsqu'elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Au cours de l'année et demie qui a suivi, Marcos m'a manipulé comme une marionnette, m'éloignant de ma famille et de mes amis, me convainquant que mes professeurs voulaient seulement faire de moi un outil sans esprit pour le gouvernement et me persuadant de lui faire des actes sexuels. Je me sentais dégoûté, mais il me promettait qu'il m'épouserait et que nous aurions de beaux enfants. Il était souvent abusif, mais il redevenait vite gentil et tout redevenait parfait jusqu'à ce qu'une autre dispute explosive éclate. Finalement, il m'a convaincu d'appeler les services de protection de l'enfance pour signaler ma famille pour abus. Je ne dirais pas que ma famille était parfaite. Mon père est alcoolique et pouvait devenir assez violent, et nous avions de très fortes disputes. Ma mère, pour la plupart, soutenait simplement ce que faisait mon père, et j'ai toujours ressenti une grande rancœur parce qu'elle ne me défendait pas, même lorsque mon père me giflait, me jetait hors de la maison pieds nus et était, en général, trop agressif avec moi. Cependant, il se souciait de moi. Notre maison était propre, chaude, bien approvisionnée en nourriture, et mes sœurs et moi n'avons jamais manqué de rien physiquement. Nous recevions souvent aussi des choses que nous désirions. Le système aurait détruit mes sœurs, qui étaient alors assez jeunes. Lorsque mes parents ont découvert que j'avais fait cet appel, j'ai paniqué et j'ai fui la maison, allant rester chez une amie. Marcos voulait que je reste là jusqu'à ce qu'il puisse arranger la venue d'un de ses amis, Augustin, pour venir me chercher. Mais quand j'ai allumé mon téléphone le matin, j'ai vu les messages de ma famille et j'ai su que j'avais terrifié mes sœurs et que la police avait été appelée, alors j'ai organisé avec mon père pour qu'il me ramène à la maison. Je n'ai pas permis qu'il me récupère chez mon ami, car je savais qu'il menacerait de poursuivre ses parents pour avoir hébergé une fugueuse. J'ai été condamné à 6 mois de probation pour mineur et j'ai dû assister à plusieurs séances avec un thérapeute désigné par l'État. Tout cela parce que j'avais faussement accusé ma famille de maltraitance et mes parents ont été soumis à une seconde enquête par les services de protection de l'enfance en raison de ma fugue. À la fin, Marcos et moi rompions chaque semaine et nous remettions ensemble quand il m'envoyait des photos de coupures horribles sur ses bras, menaçant de se suicider. Je le détestais activement à ce moment-là, mais je l'aimais encore et je ne voulais pas qu'il meure. J'ai réussi à lui échapper quand il a découvert que j'avais parlé avec un ami masculin qu'il détestait particulièrement et il a finalement rompu avec moi le jour de la Saint-Valentin. Il lui a fallu 2 mois pour comprendre que je ne reviendrais pas, mais il continuait d'essayer de me contacter. Et j'ai dû bloquer tant de comptes e-mail et de numéros parce qu'il les changeait juste pour pouvoir me parler. C'était complètement terrifiant et j'étais constamment terrorisé parce qu'il connaissait mon adresse, mais finalement, il a disparu et j'ai commencé, lentement, à essayer de reconstruire ma vie. Il y a environ 1 an, il m'a envoyé un message et j'ai décidé de lui parler. Il affirmait s'être marié, mais j'en doutais vraiment malgré la seule photo qu'il m'a envoyée. Je lui ai demandé la date de son mariage, mais il n'a pas pu me la donner et a d'abord affirmé que c'était en décembre, 2 mois avant notre rupture. Quand je l'ai confronté à ce sujet, il a reculé et s'est mis sur la défensive. Après cela, je l'ai bloqué à nouveau, satisfaite de voir qu'il restait un désastre misérable et qu'il n'avait pas piégé une autre pauvre mineure. Alors Marcos, j'espère ne jamais te revoir.
Récemment, j'ai écrit un très long post sur la façon dont j'ai reçu un cadeau de la Saint-Valentin d'un harceleur, directement sur le pas de ma porte. Cela m'a rappelé un événement qui s'est produit quand j'avais environ 7 ans, il y a environ 14 ans. J'habitais dans une maison différente de celle où je vis maintenant. J'habite dans ma maison actuelle depuis environ 10 ans, donc si ça te donne une idée, super. Bref, l'endroit où j'habitais avant est maintenant la pire partie de la ville, mais ce n'était pas comme ça quand j'y vivais enfant. Ça n'est devenu dangereux qu'à partir de ma 6e année. Après cela, j'ai déménagé de l'autre côté de la ville, où c'est bien plus sûr. Il n'était pas rare que les parents laissent leurs enfants sortir seuls. C'était un agréable jour d'été au Texas. Pour une fois, il ne faisait pas 38 degrés, mais il faisait encore bien chaud, alors j'ai décidé d'aller au parc de jeux de l'école avec ma chienne. Elle s'appelait Katie. Ma maison était littéralement juste en face de l'école, donc mes parents m'y emmenaient à pied tous les jours. En marchant avec ma chienne vers le parc, je me souviens avoir vu un homme sur le trottoir de l'autre côté de la rue. L'homme était habillé entièrement en noir. Il portait ce qui semblait être un long manteau noir, des bottes de combat noires et des lunettes de soleil noires. Cet homme était aussi assez mince et grand et sa peau était très pâle, comme s'il ne sortait pas beaucoup, avec des cheveux bruns très négligés. Il me regardait pendant que je traversais la rue, mais ne faisait rien, il faisait juste me regarder. Même avec ses lunettes de soleil foncé, je pouvais sentir son regard. Quand je suis arrivé au parc, j'ai vu l'un de mes amis et je lui ai parlé de l'homme en noir sur le trottoir et de la façon dont il m'avait regardé. Nous sommes retournés voir s'il était toujours là, mais il était déjà parti. Alors mes amis ont pensé que je mentais, disant « Qui s'habillerait en noir en été ? C'est fou. Rappelez-vous que je vis au Texas et que nos étés sont très chauds et humides, donc c'était extrêmement rare de voir quelqu'un habillé complètement en noir. Alors je ne m'en suis pas inquiété et j'ai commencé à jouer avec mes amis et ma chienne comme si de rien n'était. Au cours de la semaine suivante, cet homme m'observait toujours quand je me rendais au parc, mais disparaissait une fois que j'y étais arrivé. Maintenant, si cela se produisait aujourd'hui, tout serait bien différent, mais j'étais une enfant très naïve à l'époque. Après une semaine, la même chose s'est produite, il m'observait pendant que je traversais la rue. Mais cette fois, en repartant, il m'a arrêté et m'a demandé « Puis-je caresser ta chienne ?» Ma chienne lui grognait dessus, et elle ne grognait jamais sur personne. C'était la première fois que je la voyais si agressive. J'ai secoué la tête pour dire « non », incapable de dire un mot, et je suis rentré en courant chez moi avec ma chienne. Une fois à l'intérieur, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé. Elle s'est tout de suite inquiétée et est allée dans la salle de jeu pour regarder vers le trottoir où il se tenait. Quand ma mère a regardé à travers les stores, cet homme nous regardait de retour. Ensuite, après environ 5 secondes, il s'est retourné et a commencé à marcher. Ma mère a rapidement appelé la police pour signaler l'homme habillé en noir. Ils ne l'ont jamais retrouvé à ma connaissance, mais je ne l'ai plus jamais revu après ce jour. Je pense qu'il avait l'intention de m'enlever. Il n'a jamais ouvert son manteau, donc qui sait ce qu'il y cachait, mais si ma chienne n'avait pas été là, j'ai l'impression que quelque chose d'horrible serait arrivé. Alors, homme au manteau noir, j'espère que nous ne nous reverrons jamais. C'était, sans aucun doute, le pire Saint-Valentin de ma vie, et pas seulement à cause de la fin de cette soirée, mais en raison de la succession de moments gênants qui se sont accumulés, et de cette sensation qui s'est installée dans l'air dès que nous sommes entrés dans ce bar. Je m'en souviens en détail, chaque mot, chaque regard, chaque silence chargé qui annonçait qu'une catastrophe était sur le point d'arriver. Mais moi, à ce moment-là, je ne comprenais pas ce qui se passait, ou peut-être que je ne voulais pas le comprendre. La Saint-Valentin m'avait toujours semblé une célébration un peu superficielle, mais cette année-là, je voulais lui donner une chance. Miguel, mon copain, avait insisté pour que nous fassions quelque chose de spécial, et, bien que je ne sois pas la personne la plus romantique, son enthousiasme m'avait gagné. Nous nous étions préparés, et même si ce n'était pas un rendez-vous coûteux ou autre, au moins nous prévoyions de sortir pour prendre un verre, pour profiter, pour parler et rire. Nous avons choisi un bar en centre-ville, celui où nous allions de temps en temps et qui avait une ambiance décontractée, de la musique en live, un éclairage chaleureux et des cocktails incroyables. Dès le moment où Miguel est venu me chercher, je me suis senti détendu. C'était une Saint-Valentin différente et, pour la première fois, j'étais vraiment excité. Cependant, ce calme initial n'a pas duré longtemps.
En arrivant au bar, j'ai vu quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir, quelqu'un qui était sorti de ma vie il y a 1 an et que je ne pensais pas revoir, encore moins cette nuit-là. Mon ex, Derek. Il était là, dans le même bar, assis à une table au fond. Il portait la même veste en cuir que je lui avais vue pour la dernière fois, et il était accompagné d'une fille que je ne connaissais pas. C'était une jeune femme aux cheveux châtain foncé, attirante et souriante, qui semblait ignorer avec qui elle était assise. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil dans leur direction à quelques reprises, pendant que Miguel et moi nous installions à une table un peu plus en avant. Derek ne m'avait pas vu, ou du moins c'est ce que je pensais. J'ai raconté à Miguel que mon ex était là, en essayant de ne pas accorder trop d'importance à cette situation. Il m'a regardé avec un mélange de surprise et de curiosité, mais sans trop y prêter attention. « Qu'il fasse ce qu'il veut, et nous faisons le nôtre », a-t-il dit en haussant les épaules et en me souriant, essayant de me rassurer. Les premières minutes de la soirée se sont déroulées sans problème. Miguel et moi parlions, nous riions, et bien que mon ex soit toujours au fond du bar, j'essayais de me concentrer sur notre conversation. Cependant, de temps en temps, je sentais le regard de Derek sur moi. C'était comme si, d'une certaine manière, il avait su dès le début que j'étais là. Quelque chose dans sa manière de regarder, dans ses gestes et dans la façon dont il parlait avec la fille qui l'accompagnait me donnait un mauvais pressentiment. Finalement, sa présence est passée d'un écho lointain dans mon esprit à quelque chose d'impossible à ignorer. À un moment de la soirée, j'ai remarqué que Derek s'était levé de sa table et que, titubant un peu, il s'approchait de nous. Au début, j'ai pensé qu'il se rendait peut-être aux toilettes ou au bar, mais après quelques pas, je me suis rendu compte qu'il venait directement vers moi. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai essayé de me concentrer sur Miguel, qui continuait de parler sans se rendre compte de la présence de Derek. Finalement, Derek est arrivé jusqu'à notre table et s'est arrêté à côté de nous, beaucoup trop près. L'expression sur son visage était sombre, presque vide, et teintée de quelque chose que je n'avais jamais vu en lui auparavant, quelque chose de dangereux. D'une voix à peine perceptible et entrecoupée, il m'a salué. « Leila, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue. » Je me suis figé. C'était comme si tout le bruit et les rires du bar disparaissaient soudainement, comme si le temps ralentissait. La dernière chose que je voulais à ce moment-là, c'était une confrontation, surtout lors d'une soirée censée être tranquille et spéciale. Miguel s'arrêta de parler en voyant l'expression sur mon visage et se tourna vers Derek, qui maintenant était très proche, trop proche. « Salut Derek », dis-je, essayant de paraître calme, bien que la gêne dans ma voix soit évidente. « J'espère que tu vas bien. » Il sourit, un sourire tordu qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, je vais très bien, mieux que tu ne peux l'imaginer. » Il tourna la tête vers Miguel, ses yeux brillants d'un mélange de mépris et de dédain. « Alors, c'est ton copain maintenant ?» dit-il, en appuyant presque de manière moqueuse sur le mot « copain ». Avant que je puisse répondre, Miguel, gardant son calme et un léger sourire, tendit la main. « Oui, je suis Miguel, » dit-il fermement. « Et toi, tu dois être Derek. » Derek ignora la main de Miguel et continua de le fixer, comme s'il l'évaluait, cherchant un point faible dans sa posture, dans sa façon de le regarder. « Tu sais, Leila ?» dit-il sans détourner les yeux de Miguel. « Je ne m'attendais pas à te voir avec quelqu'un comme ça. Je pensais que tu avais meilleur goût. » Son ton m'a fait frémir, et j'ai senti quelque chose de sombre envahir la soirée. « Derek, nous ne sommes pas ici pour nous disputer, » dis-je, en essayant de paraître ferme. « S'il te plaît, retourne à ta table. » Mais il se contenta de rire, un rire sec qui fit se dresser les poils de mes bras. Son rire n'avait rien d'amusant, seulement du ressentiment. Se disputer ? Oh, je ne suis pas là pour ça. Je suis juste venu pour vous rappeler à tous les deux ce que nous étions. Pour toi, Leila, on dirait que tu as déjà oublié. Un long silence suivit. La tension était insupportable. Je pouvais voir sur le visage de Miguel qu'il essayait de garder son calme, mais ses yeux s'étaient durcis. Je ne voulais pas que les choses dégénèrent. Derek avait cette façon d'être, de s'imposer, d'envahir ton espace avec un mélange d'arrogance et de colère retenue qui intimidait. Et maintenant, avec l'alcool en plus, il était clair que ces mots pouvaient se transformer en quelque chose de plus. « Derek, dis-je, ma voix n'étant qu'un murmure, retourne juste auprès de la fille qui t'attend. »« Elle ?» dit-il d'un ton moqueur, en regardant vers la table où la fille qui l'accompagnait semblait distraite, regardant son téléphone, inconsciente de la scène. « Oh, Leila, tu sais qu'il n'y en a jamais eu une autre comme toi.
Ces mots m'ont glacé. Je ne l'avais pas vu depuis 1 an. J'avais essayé de tourner cette page de ma vie, une relation marquée par son caractère dominateur, ses jalousies constantes, et ce ton qui te faisait te sentir si petite, si insignifiante. J'avais lutté pour m'en sortir, pour retrouver ma confiance en moi, et maintenant il était là, faisant ressurgir chaque mauvaise sensation des années que nous avions partagées. Miguel se racla la gorge, interrompant mes pensées. « Je pense que tu en as dit assez, mon ami, » dit-il, avec un calme qui commençait à se fissurer sur les bords. « Ami » Derek répéta le mot comme s'il s'agissait d'une insulte. « Je ne suis pas ton ami, et je ne le serai jamais. » Il me regarda de nouveau, et ses yeux reflétaient maintenant quelque chose de différent, quelque chose de sinistre. « Alors tu passes vraiment à autre chose, Leila ? Après tout ce que nous avons traversé ? Tu n'as aucun droit de venir ici pour la déranger, » dit Miguel, se levant lentement et soutenant le regard défiant de Derek. À cet instant, les deux ressemblaient à des animaux prêts à s'affronter, et la peur m'envahit. Je craignais que l'un ou l'autre ne se laisse emporter par une provocation et que la situation ne dégénère en quelque chose de plus que des mots. « Derek, » dis-je dans une dernière tentative pour calmer les choses, « ça suffit maintenant. S'il te plaît, juste laisse-nous en paix. » Il fit un pas en arrière, souriant, mais ses yeux restèrent fixés sur Miguel. « Comme tu veux, » dit-il d'une voix basse, et il se tourna pour retourner à sa table, vacillant un peu. Je soupirai profondément, essayant de relâcher la tension dans mes épaules. Miguel se rassit, la mâchoire encore serrée. « Je suis désolé, » murmurai-je. Je ne savais pas qu'il serait là. Je n'avais aucune idée que ça arriverait. « Tu n'as rien à te reprocher, » répondit Miguel, me regardant avec tendresse. « Ce n'était pas de ta faute. » Quelques minutes passèrent, et nous commencions lentement à nous détendre à nouveau. J'essayais de me concentrer sur la conversation, sur la musique douce en fond, sur le son des verres qui s'entrechoquaient au bar, mais du coin de l'œil, je voyais Derek avec sa compagne. Il continuait de boire, agité, jetant des regards vers notre table de temps en temps. Ses yeux semblèrent brûlés d'un mélange de colère et de ressentiment. La fille avec lui disait quelque chose, probablement pour lui demander de se calmer, mais il ne l'écoutait presque pas. C'est alors que Miguel suggéra que nous partions. « Allons-y, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'en aille, » dit-il d'un ton doux mais ferme. J'étais d'accord, et en ramassant mes affaires, j'essayais d'éviter de regarder dans la direction de Derek, espérant qu'il ne se rendrait pas compte que nous partions. Mais au moment où nous nous levions, j'entendis sa voix derrière nous. « Vous partez déjà ?» Mes mains commencèrent à trembler. Miguel et moi avions à peine fait quelques pas vers la sortie quand la voix de Derek résonna derrière nous, chargée d'un sarcasme acide et dangereux. C'était comme si cette petite distance que nous avions essayé de mettre entre nous et lui s'effondrait en un instant. « Vous partez déjà si vite ?» répéta-t-il, s'approchant avec une lenteur calculée. Mon cœur battait fort alors que je regardais Miguel, qui, bien qu'essayant de rester calme, ne pouvait plus dissimuler la tension qui raidissait ses épaules et sa mâchoire. La soirée tranquille et romantique que nous avions imaginée s'était transformée en cauchemar. « Oui, Derek, nous allions partir, » répondis-je d'un ton sec, essayant de garder mon calme, bien que l'inconfort et la peur se faisaient de plus en plus présents dans ma voix. « S'il te plaît, arrête maintenant. » Il fit un pas de plus, un sourire tordu sur le visage. Son haleine sentait fortement l'alcool, et son regard n'était plus seulement plein de dédain. Il y avait autre chose, quelque chose qui me faisait profondément peur. Du coin de l'œil, j'observais la fille qui l'accompagnait. Elle semblait également mal à l'aise, mais au lieu d'intervenir, elle resta là, observant en silence, probablement sans vraiment savoir quoi faire. Miguel fit un pas en avant, se plaçant entre Derek et moi, comme un bouclier. « Je pense qu'il est temps que tu partes, » dit-il fermement, en plongeant son regard dans celui de Derek. Mais il se contenta de rire, un rire creux, plein de mépris. « Tu vois, Leila, c'est ce genre de gars avec lequel tu es maintenant, quelqu'un qui pense qu'il peut me dire de partir. » Derek regarda Miguel avec une sorte de supériorité étrange, comme s'il savait quelque chose que nous ignorions. J'essayais de faire un pas vers la sortie, mais Derek, d'un geste brusque, bloqua le passage, et son visage s'assombrit. « Te rends-tu compte, Leila, à quel point il t'a été facile de m'oublier? À quel point il t'a été facile de me remplacer? Derek, tu n'as pas besoin de faire ça, » dis-je d'une voix basse, espérant l'apaiser, essayant de le faire baisser sa garde ne serait-ce qu'un peu. « Ce n'est bon pour personne, tourne la page. »
Ne parle pas de moi comme si j'étais le problème, cracha-t-il avec un ton si empoisonné qu'il me fit frissonner. Avancer? Tu penses vraiment que tout s'oublie comme ça? Que je peux t'oublier comme si de rien n'était? Après tout ce que nous avons fait ensemble? Je regardais la fille qui était avec lui. Elle semblait maintenant mal à l'aise, comme si elle avait enfin compris la gravité de la situation. Elle essaya de lui toucher le bras, lui chuchotant quelque chose à l'oreille, mais Derek la repoussa brusquement, la repoussant presque en arrière. Elle laissa échapper un petit cri de surprise, et je sentis une vague de panique monter dans ma gorge. Miguel s'approche, gardant son calme, mais avec les muscles tendus, prêt à intervenir si Derek faisait un mouvement plus agressif. Mais ce qui se passa ensuite fut quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu anticiper. Derek mit la main dans sa poche et en sortit un couteau, brillant et aiguisé, qui reflétait les lumières du bar dans un éclat perturbant. Les gens autour commencèrent à murmurer. Certains reculèrent avec stupeur et peur, mais personne ne bougea pour l'arrêter. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté et que l'air était devenu dense, presque irrespirable. « Derek, non. S'il te plaît, ne fais pas ça, » murmurai-je, sentant que mes mots se dissolvaient dans le silence tendu. Mais Derek n'écoutait pas. Avec une expression troublante, il se tourna vers la fille qui était avec lui, celle qui avait essayé de le calmer, qui jusqu'à ce moment n'avait fait qu'observer en silence. Sans prévenir, il leva le couteau et d'un mouvement rapide et brutal, il le lui planta dans le cou. Tout se passa en quelques secondes, mais pour moi, c'était une éternité. Le cri étouffé de la fille, le visage de Derek transformé en une grimace sinistre tandis qu'il tordait le couteau, puis le silence, seulement brisé par les halètements et murmures d'horreur des gens autour. La fille tomba au sol, la vie s'échappant rapidement de son corps, tandis qu'une tache rouge se répandait sur le sol. Avant que personne ne puisse réagir, avant que Miguel ou moi puissions même crier, Derek tourna le couteau vers lui-même. Sans hésiter, d'un mouvement rapide et effrayant, il se l'enfonça dans le cou, exactement comme il l'avait fait avec la fille. La dernière image que j'ai de lui est son regard vide, celui qui me hante encore la nuit quand je ferme les yeux, et son corps s'effondrant à côté de la fille, tous deux enveloppés dans une flaque sombre qui absorbait toute la lumière autour d'eux. Le chaos s'empara du bar. Des cris, des gens qui couraient, des tables renversées, alors que tous tentaient de sortir en toute hâte. Mais moi, je ne pouvais pas bouger. Mes jambes étaient clouées au sol, et mes yeux ne pouvaient se détacher de la scène devant moi. Miguel, tremblant, m'attrapa par le bras et me tira hors du bar, mais je ne pouvais pas m'empêcher de regarder en arrière. Dehors, l'air froid de la nuit me frappa, mais cela ne me ramena pas à la réalité. J'avais l'impression d'être piégé dans un cauchemar dont je ne pouvais pas sortir, un cauchemar où les visages ensanglantés de Derek et de la fille qui l'accompagnait me poursuivaient. Miguel me prit dans ses bras et j'éclatai en sanglots, sentant la terreur s'emparer de chaque partie de mon être. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais remis les pieds dans ce bar ni célébré la Saint-Valentin. L'image de cette nuit reste présente dans mon esprit, chaque détail gravé comme une cicatrice qui ne s'effacera jamais. Parfois, dans les moments les plus inattendus, je revois ce dernier regard de Derek, ce mélange de haine et de désespoir que je ne pourrai jamais oublier. Alors, si jamais tu rencontres quelqu'un qui ne peut pas lâcher le passé, souviens-toi de cette histoire. Parce que tu ne sais jamais jusqu'où quelqu'un est prêt à aller lorsque son esprit et son cœur sont entièrement empoisonnés.